Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. En toute fin de l'épisode précédent, vous avez pu découvrir les notes sautillantes de l'accordéoniste finlandais Kimmo Puujonen avec le morceau Keiko. Je l'avais vu en concert il y a de cela un paquet d'années déjà, et j'avais été subjugué par son univers, sa musique, son look aussi. Détonnant. Détonnant, comme peut l'être un voyage dans le temps. Cette semaine, justement, je converse avec Olivier Langlais, un entrepreneur de la French Tech, engagé pour le climat dans le cadre de la COP21 locale de la métropole Rouen-Normandie. Qu'est-ce, me dites-vous ? La métropole s'est dit que les accords internationaux pour le climat, oui, c'est bien, mais que ce serait encore mieux si en tant que collectivité, sur son territoire, elle embarquait dans l'aventure le plus de gens possible, les entreprises, les citoyens, les associations, etc., pour que tous s'engagent collectivement avec la signature d'un accord local pour le climat. Et figurez-vous que cette signature aura lieu à Rouen en fin d'année 2018. Olivier, lui, il est donc engagé, et c'est aux impacts environnementaux et climatiques de nos vies numériques qu'il s'intéresse. C'est le sujet de notre téléportation jusque 2050. Tiens, ce serait quoi l'impact énergétique d'une téléportation ? En attendant que l'on se pose vraiment et sérieusement cette question, venez, je vous présente Olivier Langlais. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour Rebecca. Je sais que tu as eu un week-end chargé et pourtant nous sommes lundi matin pour cette conversation. Et alors nous sommes dans une espèce de salle de classe dans les locaux de Séninopolis. Tu peux me dire où nous sommes et pourquoi cet endroit ? Alors en effet, on est à la Normandie Web School. Pourquoi cet endroit ? Parce que tu m'as demandé de choisir un lieu et en fait, c'est le dernier lieu qui résume à peu près mes activités. Moi, j'ai eu un passage de l'emploi à l'activité il y a quelques années où j'ai mixé ma semaine entre mes activités d'entrepreneur, de l'éducation et du mécénat ou du bénévolat. Et en fait, en effet, ici, on est dans une école qui est ouverte il y a quelques mois à Séninopolis. Séninopolis était le bâtiment du numérique de la métropole. Ouais. Et en fait, on a travaillé avec l'association NWX et un groupement d'entrepreneurs à créer une école au sein de nos entreprises et au sein du bâtiment. Et je trouvais ça cool de te recevoir ce matin dans ces lieux. Et en plus, le thème que tu as choisi, c'est celui des Green IT. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, en fait, depuis maintenant quelques temps, on commence à avoir une tendance aussi au niveau du numérique à éco-concevoir et responsabiliser, puisque on a été pendant longtemps, enfin pendant toute la première phase de la transformation numérique, à ne pas avoir la conscience ou en tout cas à ne pas communiquer sur l'empreinte énergétique du numérique, sur les évolutions. Et maintenant, depuis quelques années, ça se labellise par la Green IT ou la Green Tech, ça dépend les termes. Donc des technologies vertes. Voilà, des technologies vertes ou en tout cas optimiser la conception pour justement réduire l'empreinte énergétique. Parce que c'est vrai que quand le mail est devenu, pour prendre cet exemple-là, l'outil premier dans le monde du travail pour échanger des informations, c'était plus besoin du papier pour se transmettre des documents, donc passer au numérique, c'était la fin de la surconsommation du papier, etc. Et on est en train de sortir justement de cette croyance. On est en train en tout cas, on a un peu plus de recul sur l'expérience pour prendre l'outil du mail. En effet, ça a été un des outils du numérique qui s'est démocratisé le plus facilement, avec de bon sens en pensant que, en effet, le zéro papier, etc., allait optimiser les choses. Au final, ce qu'on a mal calibré, ou en tout cas mal conçu, c'est que le mail est à l'heure actuelle l'un des outils du numérique qui pollue le plus. Pour prendre un exemple assez simple, à titre personnel ou professionnel, quand tu envoies une pièce jointe de 1 MO par ta boîte mail, peu importe l'opérateur, tu consommes l'équivalent d'une ampoule à basse conso pendant 2 heures.
Donc en effet, la consommation énergétique et en CO2 juste du MEL est extraordinairement important. On voit bien que la tendance est à commencer à réduire aussi, parce qu'en dehors des aspects green ou écologiques, il y a aussi le fait que le MEL a été mal maîtrisé. On reçoit plein de mails sur lesquels on n'est pas forcément concerné en premier, vu que c'était un produit gratuit. On a géré le mail totalement différemment du courrier ou de la manière qu'on avait de travailler avant. Là, on voit bien dans les évolutions qu'on commence à avoir des outils en place pour collaborer différemment et éviter d'avoir 200 ou 300 mails en copie toutes les semaines sur lesquels on n'a pas forcément d'action. Ouais. On commence à trouver justement, parce que tu parlais d'équivalent en termes de consommation, un mail c'est une ampoule basse consommation pendant 2 heures. J'ai lu aussi que par exemple une transaction Bitcoin ou monnaie cryptée, c'est une transaction, c'est l'équivalent de la consommation énergétique d'une famille américaine pendant une semaine, que le Internet c'est l'équivalent de 120 réacteurs nucléaires, enfin donc des choses qui permettent de visualiser l'impact écologique de tout notre monde augmenté dans le numérique. Alors justement, toi, tu as envie d'imaginer en 2050 ce monde de la Green IT. Quand on fait un pas de 30 ans, d'un peu plus de 30 ans, qu'est-ce que tu imagines ? En fait, on est dans une période de transition. Et pour moi, pour 2050, je pense qu'on aura corrigé le manque d'éco-conception, ou en tout cas tout le process qu'on a mis en place ces dernières années. Et on aura vraiment structuré les réseaux numériques par de l'énergie verte, ou en tout cas en mettant des data centers avec des panneaux solaires ou avec d'autres choses, mais on aura trouvé les solutions qui existent déjà à petite échelle. On a juste, pour des raisons de budget principalement, et puis aussi parce que c'est toujours le même process, on s'est concentré sur la techno en elle-même, pas forcément sur les effets de bord. Donc là, on est en train d'optimiser les effets de bord. Je pense que d'ici 2050, les gens, nos petits-enfants et autres, nous regarderont en nous disant c'était n'importe quoi. De la même manière qu'on pourrait regarder l'industrie il y a 50 ans en se disant que les traitements de surface, on les rejette pas dans la petite rivière qui passe derrière l'usine. On essaye. On essaye. Là, c'est exactement le même raisonnement. Donc pour moi, l'objectif, enfin en tout cas la tendance, je pense, c'est que dans un outil qui est global, qui est mondial, on va en 2050 ou dans les prochaines décennies, la donnée sera le plus proche possible de l'utilisateur. Oui, donc la logique des circuits courts qu'on applique aujourd'hui aux questions d'alimentation, toi tu penses qu'elle est transposable aux enjeux du numérique ? Je pense que c'est un des enjeux et je pense qu'elle est transposable. Plus la donnée est proche de l'utilisateur, moins il y a de consommation énergétique. Internet a été fait de telle sorte que c'est une toile avec le chemin le plus court, etc. Plus on réduit la distance, moins on consomme d'énergie et d'énergie cachée, c'est-à-dire les routeurs qu'on voit pas. En fait, on nous a vendu un grand nuage avec des données. Oui, parce que tout ça, c'est invisible pour nous. Mais en fait, la visibilité de ça, c'est de la tuyauterie, c'est de la fibre, c'est des équipements énergétiques qu'on appelle des routeurs, c'est l'équivalent d'une box. C'est des data centers où, sincèrement, quand on les regarde, pour la plupart, c'est loin d'être quelque chose de très très joli, etc. Ça reste des usines qui produisent énormément de chaleur, donc on refroidit énormément, voilà. Donc il y a des raisonnements là-dessus, et en plus on a fait des data centers, des monstres, c'est-à-dire des data centers très très grands sur des anciens sites industriels avec des 10 000 m², 15 000 m², etc. à refroidir. On pense que on va faire évoluer ça avec plutôt de la donnée de proximité, donc des data centers plus petits, ce qui gérera aussi une histoire d'indépendance et l'indépendance gouvernementale et autres aussi. Il y a tout cet aspect-là qui va bouger. Et ces solutions-là, on les a déjà. Ils fonctionnent sur une notion de local, de territoire, ça se voit. Ici, on est un bon exemple pour ça. Mais ça va progressivement évoluer, ça va devenir la norme. Les objets connectés, les données personnelles et autres, il va falloir raisonner pour garantir
de la sécurité, pour pas faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Et l'aspect Green IT va faire partie du raisonnement. Ouais. C'est l'un des angles du raisonnement. Alors, j'ai le sentiment que ça me fait penser un peu ce que tu dis avec les data centers énormes, passer à quelque chose de plus, à des tailles plus humaines ou plus territoriales, un peu à la logique qu'on a vue avec les centres commerciaux où pendant un temps donné, on a fait des grandes surfaces de plus en plus grandes et là, on se rend compte qu'on est un peu au bout du système pour revenir à du commerce de proximité. J'ai le sentiment que c'est un peu cette même logique. Pour autant, la différence que je pressens en tant qu'utilisatrice de tous ces outils numériques, mais qui n'en perçoit pas forcément au quotidien, dès que je clique, j'en perçois pas forcément les enjeux, c'est qu'il faut qu'en 2050, ce soit les acteurs du numérique qui se soient structurés pour faire évoluer l'offre vers plus de proximité, parce que pour le consommateur, vu que toutes ces choses-là sont impalpables, immatérielles, c'est plus compliqué sans doute de faire évoluer les modes de consommation. En 2050, est-ce que c'est le lambda qui va dire « je veux trouver l'opérateur qui va me proposer un data center à moins de 20 km de chez moi » ou c'est tout simplement l'offre qui sera désormais déployée ainsi? Je pense que c'est un mix des deux. C'est en partie pour ça qu'on est ici dans une école. C'est que je pense que les générations qui vont être formées, éduquées, qui suivent, sont extrêmement sensibles à ça. Et d'eux-mêmes vont construire les modèles. Voilà. Quand tu dis que la grande surface est revenue sur des modèles plus petits en centre-ville, c'est le citoyen qui a fait la demande du marché. Voilà, ça les arrange pas forcément d'avoir multiplié les points de vente. On a juste une sensibilisation depuis plusieurs années qui fait qu'on commence à revenir sur un modèle un peu plus local justement et à des choses un peu plus facilitantes. Parce qu'on a des emplois du temps extrêmement débordés et que la société actuelle fait que d'aller faire 8-10 km pour aller à l'extérieur de la ville dans un centre commercial où on va avoir un temps d'attente, etc. Voilà, le confort, l'expérience de l'utilisateur n'est pas si bonne que ça. Et dans le numérique, c'est à peu près le même raisonnement. Les gens vont, je pense, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à la donnée personnelle. J'ai pas forcément envie que mes données de santé, voilà, on parlait des objets connectés. En effet, il va y en avoir dans tous les sens, et on voudrait pas non plus que toutes ces données-là soient centralisées sur des data centers dans d'autres continents ou même à l'échelle d'un pays, etc. Et je pense que l'offre va se structurer comme ça. Et après, c'est aussi une volonté citoyenne. On le voit déjà en 2018, où clairement on a des citoyens, des acteurs, des collaborateurs, des entrepreneurs qui font le choix de ne pas d'utiliser les mêmes outils, de ne pas perdre en termes d'outils numériques, parce que c'est une progression, c'est une évolution, mais de réfléchir à une alternative pour que ils soient un peu plus sereins sur l'utilisation de leurs données. Et ça, la Green IT se sert de ce vecteur-là pour faire avancer des solutions. Et tu parlais aussi de data centers alimentés en énergie verte. C'est vrai que le mouvement vers le développement des énergies renouvelables est mondial. Pour autant, aujourd'hui, on est loin d'atteindre une autonomie énergétique verte en France, par exemple. D'autres pays sont beaucoup plus avancés, rien que pour les consommations de chauffage, de lumière, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une maturité qui fait qu'un territoire qui pense son autonomie énergétique intègre la dimension consommation énergétique du numérique? Oui, sur les modèles, en tout cas sur les smart cities ou les modèles qui tournent autour de ça, il commence à y avoir le raisonnement. C'est la même évolution que, pour prendre quelque chose qui évolue aussi côté citoyenneté, la voiture électrique. En effet, si on fait une transition nette, si demain tout le monde passait au modèle voiture électrique, en coût de fabrication de la voiture, des différentes bandes de recharge, etc., on augmenterait notre bilan carbone. Donc c'est une période de transition. Sur le numérique, c'est exactement le même raisonnement. Demain, c'est-à-dire à court terme, 2020, 2025, 2030, ça sera toujours des data centers où il y aura toujours une masse de données dans des data centers très importants en termes de volumétrie. Mais les actions sont menées et progressivement, ça va découler
vers ça et avancer vers ça. Après, il y a aussi dans l'usage. Ouais. On voit bien que, alors pour les nouvelles générations, le mail, je pense que ils vont l'abandonner. Ils sont passés sur d'autres canaux, oui, etc. d'autres canaux. Donc, mais après sur le stockage des données à proprement parler, la génération de nos parents gardait tout physiquement. Oui. Nous, on a tendance à garder beaucoup de choses physiquement et garder beaucoup de choses virtuellement. On voit bien que certaines personnes à l'heure actuelle travaillent même sur le minimalisme au niveau de leurs données, c'est-à-dire que suppriment, éliminent les datas qu'ils n'ont plus besoin, qu'ils n'ont pas lieu de garder. Voilà, on garde dans un coffre numérique les choses très importantes, quelques photos de famille, les bulletins de paye, des choses qui vont nous servir, mais on élimine une partie des données au fil de l'eau, et voilà, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, en dehors du fait que le stockage, les coûts énergétiques du stockage, tout ça, pour le citoyen, ça représente rien, parce que les outils sont gratuits. Oui. Donc, c'est pas ça qui les fait réfléchir, c'est plus le fait de retrouver l'information quand ils en ont besoin. C'est exactement la même chose que le grenier oui, c'est ça, du une grand-père. cave ou un grenier plein de papier. Si on stocke tout pendant des années et qu'on nettoie rien, voilà. Le mail, ça pollue aussi le fait de ne pas vider ses boîtes mail et de juste laisser la boîte mail statique sans rien, puisque c'est du stockage, c'est de l'hébergement. Donc on voit bien que les réflexions sont en train d'évoluer dans ce sens-là, et ça va s'augmenter aussi avec tous les objets connectés et le monde augmenté qu'on est en train de mettre en place, qui existe, qui sait fonctionner. Maintenant, il faut arriver à mettre le cadre juridique, environnemental, sociétal, voilà, faire attention à tout ça. Et donc, tu penses que le mouvement autour de la sobriété heureuse, on va dire ça, c'est l'expression consacrée aujourd'hui, va pouvoir s'appliquer au monde du numérique, tout en acceptant le progrès des assistants vocaux, etc., qui vont faire un boom dans quelques années. En 2050, on pourra être hyper connecté, tout en étant, donc vivre en plein dans son mi-temps du siècle, tout en étant dans une consommation responsable et sobre de ces outils. Alors, tu dis, pourra s'appliquer au monde du numérique. Mais pour moi, il n'y a pas de monde du numérique. Le monde du numérique est un outil complémentaire à notre vie commune tous les jours, etc. C'est vraiment un outil transverse qui nous sert à titre personnel, à titre professionnel, quand on est plus jeune à l'école, quand on est un peu plus âgé sur nos différents types de carrières. Voilà, ça reste un outil transverse comme certaines autres révolutions, l'électricité ou autre qu'on a eu dans le passé. Donc pour moi, ça va aller dans... oui, on ne peut pas penser le monde du numérique à part. À part. Pour moi, c'est devenu un outil qui est, comment le dire, qui est au quotidien, et clairement, on peut assez peu s'en passer, et les futures générations ne s'en passeront pas du tout, voire même l'auront oublié. C'est-à-dire que nous, on est encore dans une période de transition où on pense à la techno. Le monde du numérique, pour la majorité encore des gens, c'est des geeks qui testent des choses, etc. Qui tapent super vite, qui ont les mains comme ça. Enfin, voilà. Pour 2050, ça n'existera plus. C'est l'homme augmenté, c'est de l'assistant personnel. Il y aura plus, en effet, pour nous, il y aura plus de clavier. En tout cas, c'est des évolutions. Moi, tu disais que malgré un week-end bien chargé, on est là ce matin. Ce week-end, on avait en effet une compétition sur l'éducation, l'apprentissage, avec 90-95 participants. Et on voyait bien que tout le monde était déjà en train de travailler sur des modèles de reconnaissance vocale, d'assistants personnels, et que clairement, la vidéo n'était pas à l'ordre du jour, ou pas plus, c'était un média parmi tant d'autres. Et la saisie, clairement, n'existait pas dans les différents projets qu'on a vus. Ils étaient à consulter Google Home, Siri et autres. Et ça aussi, il faut qu'on travaille pour qu'on ait des alternatives aux différents intelligences artificielles des GAFA, et qu'on ait aussi une indépendance là-dessus. Mais voilà, on voit bien que les choses sont en train, ça devient naturel. Ça va devenir naturel. Et justement, pour revenir à cette question du plus local, ça veut dire que dans le monde de 2050, est-ce que
l'hypothèse, c'est que les GAFA ont décentralisé au maximum leur activité permettant du local, ou tu imagines plutôt de nouveaux acteurs qui permettent justement cette souveraineté, parce que justement là on s'intéresse en particulier au territoire de la métropole, comment un territoire peut créer son indépendance à la fois sur la gestion de la donnée, avec des opérateurs responsables. Alors, si j'avais la réponse, ça serait serait cool. top. Ça serait top. À titre personnel, moi j'ai plutôt l'impression qu'on va aller vers des solutions alternatives. En tout cas, on va toujours pouvoir proposer aux gens de soit faire du local, soit faire du global, soit faire de l'hybride entre les deux, mais on aura toujours des solutions. C'est une volonté. C'est une volonté de consommer local. Nos produits, etc. C'est une volonté de réduire nos trajets de voiture et d'utiliser les transports en commun. C'est une volonté de faire du tri sélectif. Et ben, c'est une volonté aussi de choisir des acteurs plus proches. Actuellement, en effet, c'est une démarche, c'est-à-dire qu'il faut le trouver, il faut déjà avoir conscience de tout ça. Donc là, on est dans cette période où on anime, on explique aux gens l'incidence, etc. Demain, je pense que le citoyen aura des offres, avec aussi, en tout cas moi je l'espère, et c'est un peu ce que résume aussi ce bâtiment-là. Moi je crois énormément à la volonté territoriale. Pour moi, la bonne échelle, c'est le territoire, donc en effet une métropole, et après le national et le monde. Voilà, c'est ça les étapes. Et pour moi, il va y avoir une volonté territoriale de monter une offre de services qui permettra en effet à l'éducation du territoire, aux écoles primaires et autres, d'avoir et de sécuriser l'ensemble des données de nos chers bambins qui vont à l'école, aux hôpitaux et autres, sur la partie santé, plan d'urgence, tout ça, aussi d'avoir une indépendance des données au niveau territorial, etc., etc. Et pour moi, ce modèle-là est en train de naître. Il y a des acteurs dans la Civitech, il y a des acteurs dans le data center qui sont en train de faire des choses au niveau et qui font des maillages de petits data centers. D'ailleurs, on a un acteur en région, WebAxis. On a un acteur avec Emmanuel Assier qui lui, pour le coup, travaille sur ces thématiques-là depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Qui est une bonne référence sur le plan national, voire même européen maintenant, et qui est normand, qui avait travaillé sur un data center de proximité à l'époque, donc il y a 7 ans. On le prenait un peu pour un fou quand même, à l'époque où les gens montaient des data centers de 5000 m², lui disait j'en veux un de 150 m² de proximité en centre-ville, etc., avec une capacité à réduire mon empreinte énergétique. Et il y a 1 an, il en a fait un deuxième au Havre. Là, il a un 3e projet qui suit. À chaque fois, c'est soit une première française, soit une première européenne, avec toute une réflexion sur comment réduire fortement l'empreinte énergétique, comment raisonner différemment. Et donc, il inscrit finalement ces data centers dans une logique d'économie circulaire, c'est-à-dire que, par exemple, un data center peut être réseau de chaleur en même temps. Peut être réseau de chaleur, peut en effet aussi être un acteur qui fait émerger des choses dans le territoire, parce que mine de rien, ça fait un lien avec des entreprises, des sociétés d'informatique, etc. Moi, je le vois dans mon activité principale. J'allais dire celle qui remplit le frigo, mais c'est un peu ça l'image, où moi je suis un responsable informatique pour plusieurs entreprises de la région, et où en effet, quand on présente et quand on fait le choix avec nos clients de mettre les données dans un data center plus petit, mais de proximité, il y a un acte et un engagement de l'entrepreneur. Et donc moi, finalement, on est sur une logique d'écosystème intégré, on va dire. La ville intelligente de 2050, c'est une ville qui saura être autonome peut-être en termes d'alimentation, sur un rayon de proximité, mais y compris sur ces aspects numériques. Alors, ici, sur la métropole, il y a une démarche de COP21 locale, volonté d'avoir un accord sur le climat. Toi, tu as envie que les Green IT, ça soit un chapitre de cet accord? Oui, clairement. C'était l'une des raisons de l'engagement. Nous, on était au niveau du mouvement NWX et des entrepreneurs. On était agréablement surpris et heureux de voir l'accord COP21 Rouen émerger il y a un peu moins d'1 an.
en effet, on va en tout cas animer la filière pour qu'on mette des choses concrètes, qu'on pose des objectifs et qu'on commence à réformer. On a un avantage aussi, nous, sur notre territoire, c'est qu'on parlait d'Emmanuel, mais on en a d'autres qui avaient déjà raisonné. Alors, qui sont soit des gens qu'on inscrit dans le critère Green Tech ou Green IT. Il y a quelques acteurs, je pense à Paygreen, qui fait une solution de monnaie virtuelle et autres, et qui a l'éco-conception dans son giron. Mais on a aussi des acteurs plus, on va dire, institutionnels, qui ont raisonné, ou des acteurs privés plus gros qui ont raisonné sur leur éco-conception interne de leurs produits. Ouais. Ici, dans le bâtiment, on a une société qui s'appelle Sagi, qui fait du big data. Et, ils ont travaillé avec, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un maillage d'acteurs, ils ont travaillé avec Emmanuel de WebApp6 pour que leur data center, leur équipement de big data, qui est quelque chose d'énergivore, parce que c'est des requêtes, c'est du stockage, etc., bah, soit le moins énergivore possible. Donc la réflexion se fait global. Et en tout début, pour faire le lien avec 2050, en tout début d'interview, tu parlais de la consommation énergétique de la blockchain. Oui, ça, je voulais qu'on y revienne. Parce que... la blockchain, c'est la révolution, la prochaine révolution numérique. Enfin, c'est la révolution numérique. C'est la norme. La dernière fois qu'on a fait quelque chose de ce type-là, c'était Internet. Donc là, voilà, c'est vraiment une techno qui va être un standard et qui va révolutionner beaucoup de choses dans les assurances, l'acte notarial, les banques et autres, enfin voilà, tout le schéma. En effet, à l'heure actuelle, la blockchain, ben, elle apprend à fonctionner, elle apprend à marcher. Clairement, on parlait d'une toile pour Internet. Pour prendre la blockchain, c'est un saphir, c'est-à-dire que voilà, c'est la toile en version 3D, ça part dans tous les sens. Et ben cette techno-là, il va falloir la travailler aussi en blockchain privée, en blockchain avec de l'énergie renouvelable derrière. Changer aussi certains modes de calcul de la rémunération à l'acte, parce que là, on parle de la partie visible, c'est la partie sur les monnaies virtuelles avec les cours qui s'envolent. Mais en fait, la techno-blockchain, elle est indépendante de ça, elle va pouvoir servir à autre chose. Donc, il faut que cette techno-là mûrisse. Et en effet, elle ne peut pas, en tout cas, répondre à la promesse qu'on a à l'heure actuelle s'il n'y a pas la partie green d'intégrer dedans. Si on laisse la blockchain partir... Oui, parce que là, pour le coup, c'est une fuite en avant. Ah bah, là, oui, là, pour le coup, ça sert à rien qu'on fasse du tri sélectif. Ça sert à rien qu'on fasse réduire les gens, leur consommation énergétique, qu'on leur dise de prendre les transports en commun, si à côté, on laisse le numérique prendre cette voie-là et on laisse la blockchain consommer autant de data donc, et de consommation. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à le travailler. Je voudrais qu'on évoque aussi rapidement, parce que tu as évoqué en faisant un parallèle avec la voiture électrique, je lisais un article il n'y a pas très longtemps qui disait que si on analyse complètement le cycle de vie de la voiture électrique, elle peut être aussi coûteuse qu'un diesel, parce que l'utilisation des terres rares, par exemple, ce sont des ressources finies. Les outils du numérique, pour le coup, les supports, les téléphones, sûrement les assistants vocaux, etc., sont très consommateurs de terres rares. Donc il y a aussi cet enjeu-là, qui n'est pas un enjeu énergétique, mais d'utilisation des ressources de la planète. C'est exactement le même schéma que pour l'écologie en règle générale, l'alimentation, etc. Dans le numérique, il y a une phase aussi là, ce qui est la deuxième vie des produits ou la troisième vie. Il y a une phase de recyclage. En effet, on est parti depuis maintenant quelques années à renouveler nos PC tous les 3 ans, à renouveler nos téléphones tous les 2 ans, etc. Avec une conception qui détruit énormément de ressources. Pour moi, 2050, ça sera plus le cas. Il y a les produits évolueront pour avoir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie. L'obsolescence programmée sera peut-être aussi un vieux truc. Sera sûrement un vieux truc, en sachant que je mets quand même des énormes guillemets sur l'obsolescence programmée, parce qu'il faut savoir de quoi on parle à ce niveau-là. Il y a une obsolescence programmée qui permet d'allonger la durée de vie du produit. Voilà. Moi, je pense que c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais je pense que il faut bien mettre le curseur sur le procès qu'on fait à Apple aujourd'hui.
Tout n'est pas, voilà, il y a des choses de dites et pas dites, et tout n'est pas si clair que ça dans l'obsolescence programmée. Après, il y a eu aussi de l'obsolescence programmée, et je le cache pas, en informatique beaucoup, pour du renouvellement, principalement sur les acteurs d'impression, les consommables, etc., parce que c'est là-dessus qu'ils font la marge. Il faut aussi penser que en numérique, il y a une démocratisation, mais il y a aussi un effondrement du prix. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner qu'à titre personnel, on ait une éco-conception quasiment nulle quand on achète des ordinateurs à 300 €, là où il y a encore quelques années, 10 ans, ils étaient à 4 000 € ou 3 500. On peut peut-être aussi imaginer qu'en 2050, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'une entreprise nous vende un usage plutôt qu'un objet, sera aussi plus largement utilisée dans le domaine des outils. Je pense que ça sera même la norme. La propriété, en tant que telle, mais ça c'est un schéma sociétal, mais la propriété en tant que telle est en train de changer. Les gens sont plus sur de la consommation, de l'usage, n'ont plus besoin d'être propriétaires de voitures, etc. On est plus, voilà. Moi, je vois bien certaines parties de la population évoluer vers ça, et le numérique sert à ça. Des applications servent à louer une voiture quotidiennement quand tu n'as plus besoin de ta voiture tous les jours, et on sait que la voiture est grosso modo utilisée 20-25% du temps. Donc, en effet, ça sert à ça. Il faut qu'on continue cette évolution des usages, et après, ça s'inscrit dans une globalité, et qu'on réutilise les produits, qu'on ait, mais aussi que et les constructeurs réfléchissent aussi en termes de R&D pour que ça soit simple à utiliser, à réutiliser, etc. Et ça commence on commence à le sentir, on commence à le voir venir. Moi, j'ai vu des cycles de renouvellement des PC, par exemple, qui se sont rallongés. Et donc, sur toujours ce territoire, en imaginant celui de la métropole Rouen-Normandie en 2050, on peut imaginer dans cette ville intelligente à la fois des data centers locaux, et puis cet écosystème qui se met en mouvement avec peut-être on a des ressourceries sur le territoire, avec qui pourraient avoir une activité dédiée peut-être justement à ces outils, ces objets connectés, ces objets numériques, et aussi les Repair Cafés, on en a aussi localement. Tout ça se met en musique pour justement avoir un monde plus vertueux. En fait, fonctionnement local plus vertueux. Parce que tout ce que tu viens de citer là existe. Oui, exactement. En fait, ce qui va juste se passer, c'est qu'on va décloisonner les choses. On le voit bien sur le dossier COP21 Rouen, ça nous permet de rencontrer des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Voilà, le lien entre les entrepreneurs du numérique et un zéro déchet ou un WeShare n'est pas naturel. Ou en tout cas, a priori alors ça peut être naturel par une volonté citoyenne ou d'un collaborateur qui voilà, à titre personnel et d'un côté, à titre professionnel de l'autre. Donc on voit bien qu'il y a déjà des petits liens. Là, clairement, ce projet-là permet de mettre tout le monde au même niveau de parole, et en effet d'avoir une globalité dans le raisonnement et aussi dans les futurs engagements qu'on prendra. Et je pense que en effet les makers, les cafés Repair et plein d'autres petits modèles alternatifs qu'on a à l'heure actuelle, et sur notre territoire, pour le coup, on en a vraiment pas mal. Moi, je suis pas rouennais, donc j'ai été agréablement surpris. Tu as le sentiment qu'ici, il pourrait y avoir un laboratoire assez innovant parce que justement les acteurs sont là et maintenant la volonté de partager. Je pense qu'il y a une plétude d'acteurs. Il y a moyen de faire une Civitech ou d'évoluer vers une Smart City avec plein de petits acteurs et de les faire échanger ensemble. Il y a moyen de mettre l'éducation des petits primaires, collèges dans cette boucle-là aussi, parce que quand on parle de renouvellement ou de deuxième cycle de vie ou troisième cycle de vie, c'est ça aussi qui sert. Il y a une période pas si ancienne que ça où pour recycler les parcs informatiques, ça nous coûtait moins cher de les mettre sur palette et de les envoyer sur d'autres continents pour équiper des écoles ou des villages dans d'autres continents que de les redistribuer sur notre territoire. D'accord. Parce que les normes, pour plein de choses. Donc là, ça commence à bouger sur ces choses-là.
Et on va pouvoir en effet travailler. Il y a aussi le fait que la population des collaborateurs, principalement dans la partie administrative, service, mais demain peut-être dans d'autres domaines, est devenue nomade, travaille dans différents endroits. Voilà, donc tout ça, ça se décloisonne. Et oui, si j'ai une envie, moi en tout cas, sur ces prochaines décennies jusqu'à 2050, c'est que chacun puisse avoir une activité, un temps dans sa semaine, pour justement réattribuer au territoire, aider, accompagner, faire... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le passage de l'emploi à l'activité. Pour moi, c'est plus global et le numérique s'inscrit là-dessus. Le numérique, à l'heure actuelle, a une image de on casse des emplois. En fait, on va juste répartir l'activité différemment. Et puis la relocaliser. Et la relocaliser. Et ça va servir à ça, ça va créer d'autres choses, ça va créer d'autres formations, ça va créer d'autres apprentissages et d'autres emplois. Très bien. Il te reste à formuler un vœu, Olivier, pour conclure la conversation. Alors, un vœu pour conclure la conversation. J'ai pensé, parce que je suis, on sait que je suis assez fan de tes podcasts, et en effet, sur l'idée, j'y ai pensé hier soir en me disant que pour moi, 2050, 70 ans, Lola, ma fille, en aura 40. Et en effet, donc ça sera une période où clairement je serai en mini-retraite. Ouais. Peut-être qu'on utilisera plus ce mot-là. On utilisera plus ce mot-là. Mais il y aura quelque chose. En tout cas, j'aurai quelque chose qui aura évolué en termes d'agenda, de planning, de disponibilité, etc. Moi, le seul vœu c'est juste qu'on est dans une prise de conscience. Et nous, les acteurs du numérique, c'est la fameuse réflexion sur... Je voudrais pas que les générations de 2050 nous disent mais vous le saviez, vous avez pas fait. Pour moi, on a toutes les cartes en main là. Il y a rien de... la situation, elle est hyper enthousiasmante en fait, parce que on sait ce qu'on a mal fait, mais on sait aussi ce qu'on fait bien et surtout ce qu'on a produit là comme évolution sur les 50 dernières années, tout confondu. Et du coup, maintenant, on a toutes les cartes pour faire avancer. Voilà. Moi, j'ai pas le plan B, quoi. Et pour 2050, il faut qu'on continue et que cette génération-là qui sera en place se dise dans les livres d'histoire ou dans les échanges avec leurs grands-parents, se disent c'est cool ce que vous avez préparé pour nous. D'accord. Donc nous avons toutes les cartes en main. Jouons bien, misons bien. Misons bien, ça peut être cool. Merci beaucoup, merci, Olivier. Rebecca. Des territoires autonomes, mais non en autarcie. Le concept de circuit court appliqué au numérique, eh bien finalement, ça me paraît jouable. Et vous ? C'est une histoire d'offres, de demandes, de prise de conscience et je crois que nous sommes dans ce moment. 2018, c'est le temps de la maturité numérique. Nous nous sommes repus sans compter, désormais choisissons. Au fait, tout à l'heure je vous parlais de téléportation, mais c'est quoi l'impact énergétique d'un podcast ? Ce serait génial que je puisse calculer le bilan carbone des épisodes, des mails, des déplacements, du matériel d'enregistrement, du traitement, du montage, la mise en ligne, la diffusion. Eh bien promis, je vais en parler avec Olivier, je suis sûre que c'est faisable. Affaire à suivre. D'ici là, je vous dis à très vite. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Sachez que je fais une petite pause pendant ces vacances de février parce que là, vraiment, je suis sur les rotules. J'ai besoin de souffler, de refaire le plein d'énergie, puis je reviens très vite. Donc, je vous dis à très vite. Et puis, de toute façon, je sais qu'en m'attendant, chaque matin, vous vous lèverez et vous vous direz en vous étirant... soyons toujours curieux.